Toran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Continuum, l'émission d'Agora News Sécurité. Cette émission est parrainée par Toran France. Pour cette nouvelle émission, je reçois Gilles Sacaz. Bonjour. Gilles, bonjour. Bonjour. Vous avez été pendant plus de 10 ans cadre du service action de la DGSE. Vous avez fait de nombreuses missions à l'extérieur, un peu partout dans le monde. Vous avez ensuite été responsable de la sécurité et de la prévention au parc Astérix, de la division loisirs de la Compagnie des Alpes, filiale de la Caisse des dépôts. Et puis en 2007, vous avez créé un groupe, vous avez fondé un groupe dont vous êtes aujourd'hui le président, Galis, qui en quelques mots, c'est du conseil, de la formation pour les États, dans les domaines militaires, dans les domaines policiers et de la sécurité civile. On en reparlera dans quelques instants. Et enfin, vous êtes aujourd'hui chargé des questions de sécurité privée, de la réflexion sur le continuum public-privé au sein du Centre de réflexion de la sécurité intérieure. Cadre à la DGSE, vous en rêviez quand vous étiez gamin ? Non, je crois que c'est comme beaucoup de choses. C'est le hasard des rencontres. En fait, on a bien sûr des envies, il y a des axes qu'on cherche à développer, y compris quand on est jeune et qu'on a des rêves. Alors effectivement, c'était une partie du rêve. Mais après, c'est le hasard des rencontres. Fait que j'ai rencontré une personne fabuleuse à l'époque, qui était le colonel Sassi, qui est décédé maintenant, qui était un ancien des services à la grande époque, Indochine, Algérie, enfin, etc. Et puis moi je faisais du sport de haut niveau, je faisais du sport de combat, je faisais de la boxe en compétition. Et puis il était boxeur aussi, donc on partageait ça. Et puis il m'a dit, mais tu devrais te renseigner, etc. Et c'est comme ça que je suis venu à postuler en fait pour le service. Mais au départ, je voulais rentrer de façon plus classique, je dirais, dans l'armée et dans les forces spéciales dans l'armée. Et en fait, le hasard des rencontres a fait que j'ai croisé quelqu'un des services. Voilà comment ça s'est fait. Et pourquoi le service action de la DGSE ? Pourquoi ? Parce que j'avais quand même cette envie. La DGSE, c'est la mission principale de la DGSE, c'est le renseignement. Il y a une grande majorité de civils. Si les chiffres sont toujours bons, on est à 75% de civils et 25% de militaires à la DGSE. Mais moi, j'avais quand même cette envie, je dirais, de militarité. Donc, puisqu'au départ, je voulais rentrer dans les forces spéciales et dans l'armée. Donc, en fait, je suis rentré dans la composante, je dirais, militaire de la DGSE. Voilà, donc le service action. Et c'est quoi être cadre au service action de la DGSE ? Cadre, parce que c'est marketing, je veux dire. C'est la présentation dans ma carrière, on dirait. En fait, moi, j'étais cadre de contact, ce qu'on appelle dans l'armée cadre de contact, puisque j'étais sous-officier. Donc, j'étais vraiment au contact du management, je dirais, de l'opérationnel, très opérationnel. Donc, voilà pourquoi cadre, c'est statutaire, c'est tout. Et pour ne pas rentrer dans les détails, parce que les grades, tout ça, ça ne correspond pas forcément au secteur civil, je dirais, ça me parle qu'aux militaires. Voilà. Et sans dévoiler, évidemment, de grands secrets, mais les missions principales du service action de la DGSE ? Alors, le service action, c'est, je dirais, la composante la plus offensive de la DGSE. Encore une fois, la mission de la DGSE, sa raison d'être, c'est le renseignement. C'est pas l'action au départ, mais dans cette mission de renseignement, il peut y avoir des besoins, je dirais, de mettre en place des modes opératoires un peu plus offensifs, de mener des opérations offensives de représailles, enfin, etc. Donc, voilà. Et donc, il y a une composante, je dirais, la DGSE, donc au service extérieur. Il y a une composante, je dirais, plus militaire, qui est là pour mener ce genre d'action, soit pour aller chercher du renseignement de façon plus offensive, en mettant en place des modes opératoires, je dirais, autres que le renseignement plus classique, ouvert, je dirais, enfin, etc., ou relationnel avec les différents États. Donc il y a une composante militaire, je dirais, pour faire ça. Et vous avez été un peu partout, en Afrique, au Moyen-Orient. Il y a une expérience, il y a quelque chose qui vous a marqué dans vos différentes missions au sein du service action ? Oui, alors moi j'étais à peu près partout, c'est vrai, sauf en Asie en fait. J'ai pas beaucoup été en Asie, mais effectivement je suis allé faire beaucoup l'Afrique, forcément, puisque c'est notamment l'Afrique francophone, pas que, mais notamment l'Afrique francophone. Et qui m'est marqué, oui, moi j'ai beaucoup été marqué par, probablement parce que j'étais jeune et que le contexte est un petit peu enivrant, si vous voulez. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été marqué au départ par le Liban, la Syrie aussi, la Syrie qui est un pays magnifique, qui était un pays magnifique. Après, je suis très attaché aujourd'hui culturellement, puisqu'on y est encore à l'Afrique, bien sûr. Mais oui, ce sont de belles années, mais le Liban est un pays particulièrement enivrant. Oui. Et aujourd'hui, quelques années après avoir quitté la DGSE, quel est votre regard aujourd'hui sur justement les pays que vous avez suivis en particulier ? Est-ce que c'est
Est-ce que, j'allais dire, c'était un peu des choses qui étaient prévues sur les évolutions de certains pays ou c'était... Non, il y a beaucoup de surprises. Je parlais à l'instant, c'est le hasard, je le disais, je parlais à l'instant de la Syrie, par exemple. Moi, je n'ai pas bien compris la séquence syrienne, par exemple, quand je dis la séquence, c'est-à-dire le positionnement de la France, de l'Europe et de l'Occident d'une façon générale, peut-être même en Syrie, par exemple. Voilà, c'est quelque chose, pour moi, c'est une surprise. On a travaillé avec Hafez el-Assad, qu'on fasse de Bachar el-Assad son fils, qui n'est pas, me semble-t-il, pas plus dur que son père, l'ennemi de la France. C'est par exemple une séquence, il y en a d'autres, hein, mais une séquence que je ne comprends pas bien dans notre politique étrangère. J'ai l'impression qu'on s'est beaucoup aligné sur les Américains, par exemple. Mais non, après le reste, l'Afrique est instable. Elle l'a toujours été, dans une moindre mesure. Aujourd'hui, la France recule partout. Donc ça, c'est des choses qui me chagrinent, je dirais, ou qui me gênent. On sentait qu'on avait une influence sur l'Afrique qu'on perd de décennie en décennie. Les séquences, elles sont sur 10 ans, hein, c'est pas d'une année sur l'autre, mais effectivement, avec le recul, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'endroits où la France a reculé en termes d'influence, et d'ailleurs, ce qui est étonnant... Pour quelle raison, en fait? Peut-être parce qu'on est poussé par d'autres. Bon, voilà, on n'est plus. Il y a certaines grandes puissances qui investissent davantage. Bien sûr. On a classiquement les États-Unis, la Russie, la Chine pour les grands opérateurs qui sont là installés depuis longtemps et avec lesquels on est en compétition, je dirais, depuis longtemps. Mais il y a de nouveaux entrants, la Turquie, le Maroc aussi, qui a une très belle politique africaine. Donc, la France a de plus en plus de mal à conserver, je ne parle même pas de prendre des marchés, mais à conserver ces marchés dans ce nouveau terrain. Je veux dire, on a quitté la bipolarité depuis longtemps. Maintenant, on a des tas de puissances intermédiaires qui n'ont absolument pas peur de bousculer la France sur ce qui était un peu des terrains qui lui étaient habituels ou préservés ou réservés jusqu'à présent, quoi. Vous êtes passé du service action de la DGSE au monde privé, de l'entreprise privée. Vous avez, je l'ai dit, créé depuis en 2007 le groupe Galis. Pourquoi passer de cet engagement public à cet engagement privé? Et d'ailleurs, quand on va parler un petit peu des missions de Galis, on voit bien que c'est une sorte de prolongement de votre action, de votre parcours. Alors oui, de prolongement. Alors ma reconversion, j'ai envisagé un instant de faire journaliste, vous voyez, donc il n'y avait pas forcément c'est sérieux, mais en gros, j'allais dire... Journaliste sportif. Un peu. Non, peut-être sur des zones de crise, etc. Oui, c'est quelque chose qui m'aurait sincèrement, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Et si j'avais pu faire la reconversion, si j'avais pu me payer le luxe de faire la reconversion que j'aurais voulu, j'aurais probablement été sur cette branche-là. Sauf que j'étais dans un moment père de famille, etc. Donc il faut aussi rester pragmatique. Et je dirais presque, en plaisantant, mais par paresse intellectuelle, je suis resté sur ce que je savais faire, c'est-à-dire en gros la crise, la sécurité. Puis il y a une vraie logique en fait, même si entre la DGSE et la gestion des risques en entreprise, il y a quand même un écart important. Il n'empêche qu'il y a des logiques intellectuelles en fait qu'on retrouve dans la gestion des risques par rapport à des constructions intellectuelles qu'on a pu avoir, par exemple à la DGSE ou dans le milieu militaire, police, armée. Sécurité, que ce soit intérieur ou extérieur, il y a des réflexes, je dirais, ou des raisonnements qu'on peut transposer culturellement. On retrouve un terrain favorable, je dirais. Même si, encore une fois, les métiers ne sont pas les mêmes, les textes de loi, on a tout à apprendre en sortant. Hein. Moi, j'ai appris, je savais à peine ce que c'était un risque incendie en sortant de la DGSE, c'est évident, quoi. Donc, mais les reconversions sont plus faciles sur ce secteur-là. Aussi parce que les gens, finalement, nous attendent sur ce secteur-là. Plus que sur d'autres secteurs d'activité, mais voilà. Et alors justement, expliquez-nous un peu quelles sont les missions principales de ce groupe Galis. Alors aujourd'hui, Galis au départ, dans la société est née en mars 2007. Donc maintenant, on a 14-15 ans de recul quand même sur l'activité. Au départ, on est parti assez classiquement sur la gestion des risques dans l'entreprise, dans une approche sûreté au départ, puis après on a élargi, mais au départ crise, après, etc. Mais au départ, on était vraiment sur la sûreté et en se positionnant sur l'ingénierie, sur en gros la construction, la mise à disposition de solutions haute couture ou je dirais qui ne sont pas sur étagère ailleurs au profit de clients qui rencontraient des problématiques un peu compliquées à gérer et pour lesquelles ils ne trouvaient pas de solution. Ça a été vraiment le positionnement initial. Et puis après, en s'appuyant sur les réseaux qu'on avait, sur les envies aussi qu'on avait, etc., on a élargi l'offre. Évidemment, au sein de l'entreprise, donc on a accompagné les entreprises sur des territoires en crise, par exemple,
en amont des projets pour faire une cartographie des risques, ce qu'on appelle une cartographie des risques, donc identification, évaluation des risques, pour travailler sur la faisabilité de projets dans des zones un peu inaccessibles et compliquées. Donc ça a été très rapidement un axe de développement. Puis en gros, c'est un accompagnement d'entreprise ou de chefs d'entreprise sur des zones, sur des projets, des zones à risque. Voilà, sur des projets à risque parce que le projet en lui-même est porteur de risque ou parce qu'ils veulent se déployer sur une activité qui est classique pour eux, mais ils veulent se déployer dans une zone à risque ou compliquée, où là, nous, on a de vrais réflexes et de vrais savoir-faire et des contacts aussi qui ont une valeur ajoutée dans le projet. En fait, donc en gros, c'est vous cartographiez, vous évaluez un petit peu le risque, ouais. le risque et la menace, et après vous avez un accompagnement avec des partenaires locaux, exactement. un accompagnement alors sur partenaires locaux ou en autonomie, en fonction de ce qui. Alors c'est vrai que la solution est souvent dans l'intégration et le management de partenaires locaux. C'est souvent la solution parce que culturellement, c'est de toute façon ce qui bouscule le moins, je dirais, culturellement, localement. Donc il faut travailler avec des partenaires locaux chaque fois que c'est possible. Ça n'est pas toujours, donc on peut aussi être autonome à 100% dans des solutions. Sur le maritime, par exemple, on a beaucoup fait, on a été dans les premières, pour ne pas dire la première, mais dans les premières sociétés françaises en tout cas, à faire, par exemple, à embarquer des équipes armées à bord des navires marchands. Vous travaillez beaucoup sur la question de lutte contre la piraterie, c'est ça ? La piraterie, le terrorisme, en gros, voilà, on accompagne partout où il y a un risque, en fait, partout où l'entreprise subit un risque un peu inhabituel, même informationnel d'ailleurs, hein, même sur l'intelligence économique, etc., la protection de l'information, tout ça, on apporte des solutions. Alors, soit sur mesure, il y a des choses très classiques, hein, en formation, par exemple, du personnel, qui doit se rendre dans ces zones-là, qui doit détenir ou travailler avec des secrets d'information, enfin, etc. Donc on a des solutions qui vont du conseil, la formation, jusqu'à des solutions opérationnelles pour les entreprises. Et après, on a aussi, par goût et puis aussi en s'appuyant sur nos réseaux, développé toute une offre en fait dédiée aux États, qui a fait un peu que Galis s'est démarqué sur le marché par rapport à ses concurrents. Alors tout le monde veut le faire, mais c'est vrai qu'il y a peu de nos concurrents qui ont une vraie expérience dans le domaine. C'est-à-dire qu'on a accompagné des États dans la modernisation ou la consolidation de leur appareil sécuritaire. Défense ou sécurité intérieure, donc contre-terrorisme, intervention, police, gendarmerie. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que c'est pas vous allez aider à la formation des cadres de sécurité ou de défense d'un pays. Comment vous êtes dans l'ingénierie, vous faites. Alors ça peut être l'apport d'un savoir-faire nouveau dans des unités existantes, le contre-terreau par exemple, la lutte contre le braconnage, des unités de gendarmerie qu'on va accompagner dans le savoir-faire un peu spécifique de la lutte contre le braconnage en Afrique par exemple. Donc c'est accompagner vraiment les équipes sur place, les forces de sécurité. Alors, ça peut être ça dans la dimension la plus opérationnelle, mais ça peut être aussi, on a mis à disposition d'un État africain pendant un an un ancien magistrat qui a travaillé sur toute l'ingénierie de loi, par exemple. Ça peut être ça aussi, ça va de l'ingénierie de loi. Quand vous donnez de nouvelles prérogatives à une unité, et ça doit se faire dans la plus stricte légalité, je dirais, donc il faut que les textes suivent en fait. Donc ça va de l'ingénierie de loi jusqu'à effectivement un accompagnement opérationnel de l'encadrement, de la chaîne de commandement, la formation de la chaîne de commandement, la formation des unités. On est vraiment sur quelque chose de global. Quoi, et vous intervenez aussi pour les États parfois sur des moments un peu plus spécifiques comme des événements sportifs en particulier. Exactement, on a fait 2 Coupes d'Afrique des Nations sur le continent africain, donc on a accompagné en gros l'État dans l'organisation sécuritaire de l'événement. Là c'est pareil, c'est très en amont, 1 an et demi, 2 ans avant l'événement. On identifie les manquements, les besoins, donc toujours pareil, c'est le même raisonnement, hein, c'est identification et évaluation des besoins, des risques et des besoins. Et puis après, on a un an et demi de préparation des unités. Et après, dans la dimension la plus courte finalement, mais qui est pour nous la plus intéressante, c'est-à-dire l'accompagnement pendant l'événement, l'accompagnement des unités qu'on a formées ou de la chaîne de commandement, mais en restant à notre place, en restant en retrait. Et si on a bien travaillé dans les 2 séquences précédentes, normalement, ça se passe très bien sur ce qu'on a fait sur 2 Coupes d'Afrique et sur des Jeux africains également. Vous n'êtes pas dans l'ingérence, c'est vraiment une transmission de savoir-faire. Oui, alors d'abord, il y a des choses beaucoup plus régaliennes, je dirais, qui sont faites par les coopérations. Il n'y a pas que la France, hein, bien sûr, il y a des coopérations. Donc si on rentrait trop dans le régalien, de toute façon, on commencerait à poser problème dans le paysage et on nous ferait savoir. Donc on est toujours en complémentarité sur le maillon manquant de la chaîne, soit parce que les coopérations, quelles qu'elles soient, ne veulent pas ou ne peuvent pas fournir,
Nous, on travaille en complément sur ces segments-là, en fait. Voilà. Fort de votre expérience à l'international, notamment en Afrique, vous faites chaque année, c'est un peu la particularité de Galis aussi, une carte des risques. Vous la sortez toujours à peu près au printemps, donc vous allez bientôt la sortir. C'est quoi aujourd'hui cette carte? Elle va parler de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment, à part cette crise sanitaire? Oui, mais alors à part cette crise sanitaire, c'est quand même évidemment un élément majeur. On a, je dirais, un fonds, toujours le même, en fait, où on évalue les pays avec le plus d'objectivité possible. Nous, on s'affranchit de la relation diplomatique, donc on n'a pas cette contrainte-là. Donc on peut se permettre d'ailleurs, il nous est arrivé, par exemple, en Europe, dans une approche purement statistique, de classer des pays européens comme certains pays qui étaient habituellement, sans que ça ne génère des mois chez personne, classés comme des pays avec un niveau de risque. On s'est rendu compte que dans une approche statistique, certaines zones en Europe méritaient le même classement. Donc ça nous a valu des remarques un peu désagréables quelquefois. Mais on a cette rigueur intellectuelle-là, je dirais, de se permettre ça. Et on peut se le permettre parce qu'on n'a pas la pression, je dirais, diplomatique, quoi. Voilà. Donc on fait cette carte, elle est maintenant, elle a plus de 10 ans. Donc on la renouvelle tous les ans, on la met à jour. On a une équipe d'universitaires, de chercheurs, de spécialistes, d'experts pays, etc., qu'on réunit pour l'occasion, dans une ambiance en plus très sympathique, parce que c'est vraiment un travail intéressant. On les réunit tous les ans et on la met à jour. Et toujours pareil, pour se démarquer un peu, puis pour avoir une petite plus-value par rapport à d'autres cartes des risques faites par les anglo-saxons, quand même, qui ont une antériorité sur ce sujet-là. On fait un focus tous les ans. Alors cette année, je dirais que la crise sanitaire était évidemment incontournable. Mais on l'a abordé toujours sur notre angle. En fait, on a regardé, et elle n'est pas sortie encore, vous la verrez dans quelques temps, on regarde en fait quel impact la crise sanitaire a pu avoir en termes de gouvernance sur les différents pays et quelle approche a participé à déstabiliser ou pas certaines zones. Voilà, parce qu'il y a évidemment une dimension politique, en tout cas dans la gestion, dans le management de cette crise, il y a une dimension évidemment politique, quoi, en Europe comme partout. Vous êtes, on l'a dit, dirigeant de la réflexion du continuum public-sécurité pour le centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous êtes un peu le penseur sur le continuum de sécurité. C'est quoi votre regard aujourd'hui sur le continuum de sécurité en France? Et vous êtes d'ailleurs un bon exemple, encore une fois, en tant qu'ancien cadre de la DGSE, dans le domaine public. Vous créez une entreprise qui est évidemment à cheval entre le public et le privé. Vous avez forcément un regard qui est le vôtre et puis un regard plus large en tant que responsable de cette réflexion au centre du centre de réflexion de la sécurité intérieure. Alors je ne suis pas dirigeant du CRSI. Le CRSI, il est présidé Thibault Montbrial, bien sûr. Il a été fondé, il est présidé par... Sur cet angle-là, ouais. Donc moi, je suis effectivement en charge de la réflexion du continuum et puis de la partie privée, je dirais, de la sécurité. D'ailleurs, dans le titre, on n'a pas attendu que le terme continuum de la sécurité soit à la mode pour, je dirais, puisqu'on avait d'emblée au sein du CRSI envisagé de travailler sur cette continuité-là, sur ce continuum. Alors moi, mon regard, je pense qu'on a beaucoup intellectualisé ça en France, et c'est très bien. On fait partie des pays qui ont peut-être le plus intellectualisé cette notion, je dirais, de coproductivité, parce qu'avant le continuum, alors on a toujours des mots comme ça qui sont un peu tendance, le continuum aujourd'hui, mais précédemment, et ça fait 15 ans, ou peut-être même plus d'ailleurs qu'on en parle, c'était la coproduction de sécurité. Moi, j'ai toujours... On parle aujourd'hui de sécurité globale maintenant. Sécurité globale. Alors, sécurité globale, c'était très anglo-saxon, mais effectivement, on s'est approprié complètement ces démarches-là. Mais au départ, avec la création des polices municipales, etc., la coproduction de sécurité au sein des politiques locales et même le secteur privé était intégré, en tout cas intellectuellement, à la réflexion. Mais ce que je regrette, c'est que notre manque de pragmatisme, en fait, en France, ou notre attachement, je dirais, et pour le coup, j'y suis aussi attaché, mais avec des nuances, au côté régalien de la sécurité, nous empêche un peu d'avancer, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché à ce que certains pans de la sécurité restent régaliens. Je pense que l'État, sur ce sujet-là, doit garder la main, mais garder la main ne doit rien faire qui ne soit irréversible, je dirais. Et ça, c'est le rôle du politique. Ça, c'est ma vision, je dirais, globale. Mais je pense qu'on ne va pas assez loin en termes d'implication du secteur privé, parce qu'on a aujourd'hui la capacité de venir en appui des forces, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On parlait tout à l'heure
mais je reviendrai dessus de la sécurité, enfin de ce qu'on peut faire au profit du gouvernement à l'extérieur de nos frontières. Mais si on reste même sur l'intérieur, aujourd'hui, entre la menace terroriste, les procédures sanitaires qu'il faut faire appliquer, enfin, etc., il y a des missions qui sont chronophages en fait pour nos forces, qui pourraient, au-delà de ce qui est fait déjà, hein, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, ça ne m'a pas échappé, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin. Surtout que le marché maintenant de la sécurité privée, c'est quand même bien régulé par rapport à il y a quelques années. Il y a encore plein de choses à perfectionner. Je pense qu'il y a encore des niveaux de rémunération qui sont tellement bas que ça ne permet pas de toujours accéder à une ressource toujours très qualitative. Mais tout ça, bon, c'est en train d'évoluer. Mais je pense vraiment qu'on pourrait aller plus loin, notamment, et il y a des choses qui sont en réflexion, mais qui mettent du temps à sortir, notamment en matière de sécurité ou de protection armée. Oui, parce que vous avez un agrément qui vous permet de faire de... Alors nous, on n'a pas un agrément en tant que société, puisque ça n'existe pas, mais on a des missions en armes et on a des agents qui sont armés, autorisés par le ministère de l'Intérieur. Alors eux, entity personae, la société évidemment suivie, avec des garanties de suivi qualité, de formation, etc. C'est très, c'est très anecdotique, hein. On n'a pas 1000 agents, donc le ministère veut que ce soit fait comme ça, et on comprend pourquoi. Nous, on ne prend pas de risque parce qu'on ne fait que donner des armes à des gens qui en ont porté toute leur vie, anciens gendarmes, anciens GIGN, anciens RAID, anciens des forces spéciales, etc. Donc ils n'étaient pas dangereux avant leur pot de départ, il n'y a pas de raison qu'ils deviennent dangereux après leur pot de départ. Et ils sont assez facilement, je dirais, faciles à suivre, je dirais, par nos services d'État. Ça, c'est la première, je dirais, démarche pour nous de qualité et de contrôle. Mais au-delà de ça, on a assez de recul maintenant pour mettre en place des modes opératoires. Et puis on n'a pas envie d'aller sur les secteurs trop exposés qui sont réservés à l'État. Je dis, moi, en tant que chef d'entreprise, je ne prendrai pas aujourd'hui les mêmes risques que ce que j'ai pu prendre très volontiers et sans me poser de questions en termes de rentabilité ou de rémunération à l'époque pour l'État, pour la France et pour la République, quoi. Donc je veux dire, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je fais du commerce. Donc pour moi, le distinguo, il est vraiment là, quoi. Donc je suis prêt à prendre un certain nombre de risques, mais pas tous les risques comme j'ai pu les prendre très volontiers précédemment. Et c'est un état d'esprit qui est assez partagé, je dirais, par tous les anciens militaires, policiers, gendarmes, etc., quoi. Vous avez l'habitude de travailler avec un certain nombre de directeurs sécurité, sûreté de grosses entreprises. Quelle est la place que ces directeurs peuvent avoir dans le cadre du continuum sécurité? Parce que dans le cadre du continuum, on l'a dit, il y a les forces de sécurité intérieure, il peut y avoir effectivement l'armée, il y a les entreprises de sécurité privée, vous avez évoqué également les polices municipales. Mais là-dedans, on oublie souvent les directeurs sûreté sécurité. Alors oui. Et quel pourrait être leur rôle, parce y compris dans la loi sécurité globale, dans le livre blanc, on a un peu tendance à oublier ce secteur-là. Alors, leur rôle, il est évidemment majeur, dans la mesure où je dirais que le marché il est composé de l'offre et de la demande, et j'ai envie de dire surtout, même si ça ne m'arrange pas, de la demande. Donc, pour nous, les directeurs sécurité sont les principaux donneurs d'ordre, et là, la réflexion, elle est menée au sein de clubs comme l'Agora, mais aussi le CDSE, par exemple. Donc, je pense qu'ils ont un rôle majeur à jouer en termes de formulation de l'offre et de tri qu'ils peuvent faire dans les solutions qui leur sont proposées aujourd'hui, quoi. Donc oui, c'est majeur, et je pense que la plupart sont demandeurs, mais encore une fois, ils subissent peut-être comme nous, finalement, donc le client comme le fournisseur, subissent un peu cette approche un peu dure, un peu raide, régalienne, en fait, qu'on peut avoir en France, et ce manque de pragmatisme, quoi, parce que finalement, il y a des choses qui sont interdites, mais il n'y a pas d'autre solution à côté. Il n'y a pas de solution étatique pour les remplacer, quoi. Il n'y aurait pas de débat. Mais aujourd'hui, il y a des trous, je dirais, dans le dispositif que personne ne comble et qu'on pourrait combler dans des délais assez courts. Une dernière question. La loi sécurité globale, là, qui est évidemment en discussion en ce moment au Parlement, est-ce que c'est un rendez-vous manqué pour le continuum de sécurité ? Oui, je pense que c'est un rendez-vous manqué. Encore une fois, l'intention était là. Je pense que les choses ont été globalement dites, elles ont été pensées. Globalement, on fait ça plutôt bien en France, d'intellectualiser les choses. Mais derrière, on n'a pas décliné ça en mesures concrètes qui permettent justement de faire de ce continuum théorique une réalité, quoi. Et on a les JO, enfin, on a des grands rendez-vous. Alors, avec la crise sanitaire, on ne sait pas trop.
Jusqu'à quel point ils auront lieu ou comment ils seront reportés ou pas, mais en tout cas, il y a des grands rendez-vous en perspective. Je dirais que presque la crise sanitaire est venue sauver un peu le politique, pour le coup, là, parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on n'a pas de solution aujourd'hui sur certains... Les Anglais se sont plantés, alors qu'ils sont plus pragmatiques que nous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. Et si ça ne vous gêne pas, j'aurais voulu revenir un peu sur ce continuum, mais transposé à l'étranger. Je dirais que c'est encore plus vrai, parce que c'est des domaines qui sont considérés encore plus comme régaliens. Mais en termes d'influence, par exemple, je disais tout à l'heure que la France recule un peu partout, notamment en Afrique. Le fait que des entreprises françaises et les anglo-saxons font ça très bien, les Israéliens font ça, je pense que c'est eux qui le font le mieux de tous les gens qu'on peut croiser sur le continent. Les Turcs le font, les Russes le font maintenant depuis peu, les Chinois pareil. Donc je dirais que partout où des entreprises françaises comme les nôtres, mais même d'une façon plus générale, les entreprises françaises sont présentes, et pas que le CAC 40, y compris les PME, qui sont beaucoup plus souples et beaucoup plus manœuvrières. Je pense que c'est aussi de l'influence et c'est aussi des opportunités de marché pour nos grandes entreprises, pour l'économie. Voilà. Et tout ça, on s'en prive en ayant des blocages ou des dogmes, je dirais, qu'on n'arrive pas à bouger. La France, elle n'est pas à la hauteur là-dessus, sur l'accompagnement des entreprises à l'international. Enfin, elle n'est pas... Non, globalement, la France accompagne, nos missions diplomatiques accompagnent très volontiers le CAC 40, qui n'en a pas besoin, parce qu'ils ont leur propre... Donc, ils le font très volontiers, mais le CAC 40 répond par politesse, mais n'en a pas forcément besoin. Par contre, contrairement aux Allemands, contrairement à d'autres qui ont compris que les PME ont un gros rôle à jouer, nos ambassades n'accompagnent pas les PME. PME à l'étranger, ça n'intéresse pas grand monde, en fait. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Merci Jules Sacaz. Merci à vous. Toran France a été heureux de vous présenter Continuum.